Être entrepreneur, c'est rester adolescent, avoir des rêves et les réaliser. C'est donc du haut de ses 15 ans qu'on reçoit notre jeune invité Charles Becbédé. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans 40 nuances de Next. Tu es entrepreneur, investisseur. Je pourrais pas tout citer, je viens de découvrir à l'instant que tu produisais aussi des chemises. Mais tu as fondé Self-Trade, où tu démocratisais le courtage en ligne, une boîte revendue à une banque allemande, DAB. Tu as lancé Poweo dans l'énergie, agrogénération dans l'agriculture, le filtre dans la vodka. Aujourd'hui, avec Audacia, tu lances des fonds dans le quantique, le spatial, le nucléaire et la médecine du futur. Bref, ça va être un épisode ultra riche que je vais avoir le plaisir de co-animer avec mon compère Olivier Mathieu. Salut Olivier. Salut Thomas, bonjour Charles. Bonjour. Envoie le générique, juste le temps que vous qui nous regardiez sur YouTube puissiez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Feuille blanche. « 40 nuances de Next ». Bonjour Thomas, bonjour Charles. On est ravis d'accueillir Charles Becbédé, qui est une personnalité importante à la fois de la scène entrepreneuriale, financière et politique. Alors je vais pas refaire tout ton parcours, Charles, mais tu pourras corriger. Donc en 1997, tu as créé la société de courtage Self-Trade. Ça sera intéressant de revenir un petit peu sur ces expériences-là, à la fois création d'entreprise, mais aussi exit. Et puis ensuite, assez rapidement, dans la foulée de la loi TEPA, tu as créé Audacia, qui est une société justement que tu continues d'animer en tant qu'investisseur. Et on va revenir sur ce côté serial investisseur, qui est le nouveau concept après le serial entrepreneur. Tu as également été président de l'association Croissance Plus. Et donc, ça serait intéressant aussi de parler un peu des réseaux français, je pense, parce que justement, parfois on les critique, mais aussi ils ont leur force et leur impact dans les liens entre la politique et l'économie, le lobbying et l'influence. En 2005, j'ai vu que tu avais été le plus jeune et le moins connu, peut-être, à cette époque-là, des candidats à la présidence du MEDEF pour succéder au baron Sellière. Et puis après, tu as intégré, je crois, le board, enfin, je ne sais plus comment on appelle l'organe de gouvernance. Le conseil exécutif. Voilà, aux côtés de Laurence Parisot. Ouais. Alors en 2007, l'aventure agrogénération, complètement autre domaine, où je crois que tu as été associé à des coopératives céréalières, et tu as, je crois, à ce moment-là, découvert aussi le territoire ukrainien, donc tu dois bien connaître l'Ukraine, mieux que nous, c'est un sujet d'actualité. En 2014, tu as aussi été, moi je mets aussi ce qui m'intéresse et ce qui m'amuse, tu avais aussi repris le Castel avec Gilles Lelouch, Grandjean, Thierry Coste, etc. Donc la rue Princesse, donc aussi l'homme de la nuit. On reconnaît aussi peut-être la famille avec, on rappelle que tu es aussi le frère de Frédéric Becbédé, qui était aussi assez connu pour sa vie nocturne, en plus d'être un grand publicitaire et grand écrivain. Et en 2018, donc tu as continué à être fondateur, et notamment, fondateur de fonds d'investissement, pardon. Alors c'est Quantonation, c'est ça, ou Quantonation, je ne sais pas comment on le prononce. On peut dire les deux. En tout cas, spécialisé dans l'informatique quantique, ce qui est finalement assez précurseur, parce qu'on en parle beaucoup maintenant, mais déjà 2018, ça fait quelques années déjà, donc bravo pour ça. Tu as également créé Exergo dans la décarbonation et le nouveau nucléaire, et je crois qu'aujourd'hui, tu consacres beaucoup de temps à ce qu'on appelle le Space Tech, avec Expansion, qui a été créé en 2021. Oui. J'en profite juste pour envoyer les auditeurs qui s'intéressent au domaine spatial, aux interviews qu'on a pu mener avec les fondateurs et dirigeants d'Exotrail, de Maya Space et de Kineis. Ouais. On est fort en espace. De Next. Merci beaucoup pour votre invitation. Et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Alors on a qu'une heure et demie, je sais pas comment on va tenir, mais l'idée c'est aussi de découvrir ces mondes sur lesquels moi personnellement je suis très amateur, et peut-être à commencer par le quantique. Mais je me demandais si avant, excuse-moi du coup, je me demandais s'il n'y avait pas avant que justement qu'on rentre dedans, de voir s'il y avait dans ta façon de te présenter une sorte de ligne rouge qui peut te définir. Est-ce qu'il y a un trait comme ça parce que ligne directrice. Entrepreneur, investisseur, politique, bon c'est des engagements à chaque fois, mais au-delà du mot engagement qui est un peu générique, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'anime ou un ressort qui vient peut-être d'ailleurs qui est plus personnel ou qui est plus... Oui, il y a une constante, un invariant, c'est donc observer un marché, que ce soit politique ou business ou associatif, et constater qu'il y a un déficit d'offres, qu'il y a quelque chose qui
où je pourrais peut-être apporter quelque chose de différent, de nouveau. Et à ce moment-là, c'est parti. Alors, ça m'arrive souvent, et très souvent, il faut pas le faire. Très souvent, il faut juste... c'est intéressant, mais passons à autre chose. On dit souvent à des jeunes entrepreneurs, si on te dit tu n'y arriveras pas, n'y va pas, il faut pas écouter toujours. Finalement, parfois, c'est mieux. Parfois, il faut aussi... Il faut écouter sa petite voix. Mais je suis curieux de tout, je lis beaucoup les quotidiens aussi, de bouquins, et j'aime bien trouver des idées. Ouais, je dois être bon en génération d'idées. Voilà. Après, les idées, elles peuvent être débiles. Oui, mais c'est bon. Souvent, moi, je dis que les entrepreneurs, ils ont souvent plutôt plus d'idées. Et ça ne veut pas dire qu'ils ont que des bonnes idées. Mais quand il y a plus d'idées, parmi celles-ci, statistiquement, il y en a toujours plus de bonnes. C'est comme les blagues. Il faut bien sélectionner quand même. Alors, je suis nul en blagues. Non, mais chacun son talent. Quand tu dis qu'il y a un déficit d'offres, finalement, c'est ce que nous souvent on dit en tant que... Là, aujourd'hui, je suis investisseur, mais entrepreneur, passant un peu comme toi, enfin, avec moins de diversité. Mais j'ai toujours pensé que c'était en partant ce qu'on appelle en anglais le pain point, c'est-à-dire trouver vraiment là où ça souffre en anglais. Ça. Et donc, effectivement, c'est en général ça qui fait que ça va pouvoir marcher. Est-ce que le pain point est sérieux et réel? Sinon, aussi, on peut essayer de créer des besoins pour rien et ça ne marche pas. Et surtout, en allant observer aussi ce qui se fait ailleurs, dans d'autres pays ou dans d'autres continents, et on s'aperçoit qu'il y a des choses qui n'existent pas chez nous et qui ont très bien marché ailleurs. Et à ce moment-là, quelque part, les adapter au marché français, s'il s'agit d'une entreprise française. Il y a plein de très belles boîtes qui se sont lancées comme ça, en copycat, intelligent, positionné. Adaptation, on n'est pas obligé toujours d'avoir l'idée géniale, unique au monde. Olivier, je ne sais pas si tu te rappelles, mais un jour, tu étais de l'autre côté du micro et je t'avais posé une question, la question poubelle, que j'ai envie de poser à Charles. C'est parti. Ça donne envie, raconter comme ça donne envie. Mais qui est vraiment l'idée que tu as laissée au panier, soit parce qu'elle était très mauvaise, soit irréalisable. Ah mon Dieu. Tu savais pas où t'embarquer en fait. Moi aussi, ça arrive tout le temps, ça. Ça arrive tout le temps. J'aurais bien aimé mettre dans le ratio poubelle quelques-unes d'ailleurs, quelques idées que j'ai réalisées, qui malheureusement, on en parlera peut-être, mais à Grosse Génération par exemple, c'est marrant. On a démarré donc parce qu'il y a un déficit de production agricole, il faut nourrir la planète. Donc sur le papier, je me rappelle de mes souvenirs de jeunesse, la production où on apprenait la production agricole et de l'URSS. Donc on commence à regarder l'Ukraine, ancien grenier à blé de l'Europe et de la Russie, et là on va reprendre des kolkhozes. Qui souffrent de sous-investissement. On va investir dans le machinisme agricole, dans les capacités de stockage, dans les silos, et on va cultiver et on va reprendre donc des fermes, des dizaines de milliers d'hectares. Et on va produire, mais le producteur agricole, s'il ne transforme pas sa production, il n'a pas assez de marge pour résister. En fait, donc dans la chaîne de valeur, il faut remonter en quelque sorte ou redescendre la chaîne de valeur. Absolument. Il faut qu'il vive, qu'il survive. Ouais. Donc le nez au-dessus de l'eau, mais pas beaucoup plus. Et ceux qui font de l'argent, c'est les traders internationaux ou les vendeurs d'intrants. Ou alors ceux qui arrivent à s'intégrer en aval et qui vont raffiner la production et faire du pain de mie. Et c'est pas un peu ce que font les coopératives aussi? Mais elles descendent, exactement. Ouais. Et nous, on était un pur player, uniquement production. Et puis, alors en plus, évidemment, l'Ukraine est un pays très difficile. Il y a eu l'affaire de Crimée d'abord. En 2014. En 2014. Et là, toutes les banques ont arrêté de nous financer. Donc, comme il y a du BFR important, c'était compliqué. Bon, là, on a décidé de fusionner avec une autre agro-holding ukrainienne. Et puis ensuite, après, il y a eu la guerre. Alors là, donc j'ai cédé mes parts finalement. Et du coup, est-ce qu'on a un enseignement à tirer sur ta connaissance de l'Ukraine, du coup, parce qu'aujourd'hui on est tous inquiets. En même temps, c'est le fait pas forcément de parler juste purement de la politique, mais finalement de l'enjeu de l'Ukraine qui se situe entre la Russie et l'Europe, qui était le grenier à blé. Qu'est-ce que ça et donc ça a provoqué entre autres beaucoup d'inflation, cette guerre, notamment sur les céréales que tu connais bien. C'est un grand pays. C'est une population importante, près de 40 millions, plus même, enfin un peu moins maintenant, hélas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis ou qui ont été tués.
Que dire ? Eh bien, il y a tout à faire. Je pense que c'est vrai que c'était un pays qui, enfin moi, quand on avait commencé à investir là-bas, il était clair que c'est un pays qui est un peu tampon, qui est entre la Russie et l'Europe, et il était clair qu'il ne pourrait pas rentrer dans l'OTAN, et probablement pas dans l'Union européenne, et c'était ça le deal. Je ne sais pas comment, progressivement, ceci a changé. Est-ce que les Américains n'ont pas joué avec le feu pour laisser, ou même pousser les autorités ukrainiennes à penser qu'ils pourraient rejoindre l'OTAN? Mais c'est sûr que côté russe, ça a coincé très fort. Et en revanche, c'est bien sûr totalement intolérable qu'un État envahisse un autre État et utilise la violence pour régler un conflit. Donc, et là, je suis très inquiet de ce qui est en train de se passer, évidemment, où on est en train de régler le problème sur le dos des Ukrainiens sans les consulter. Je suis obligé de rappeler que dans la chronologie, donc effectivement, hier et avant-hier, il y a eu des discussions entre les États-Unis et la Russie sans l'Ukraine. Quand on diffusera cette émission, il y aura peut-être d'autres évolutions, et a priori, ça va tellement vite. Non, mais ce qui est intéressant, je trouve, Thomas, c'est que là, on est au cœur de ce qu'est Charles, c'est-à-dire de passer un peu du politique à l'entrepreneuriat, à l'économie, etc. Et donc, les réflexions sur l'Ukraine ou sur d'autres sujets, parce qu'on pourra reparler du nucléaire, etc., il y a toujours une dimension politique ou de souveraineté, ou de souveraineté par exemple alimentaire avec l'Ukraine, ou de souveraineté énergétique, etc. Et je me demande comment est-ce que toi tu navigues, et est-ce que tes relations et tes réseaux que tu crées, est-ce que l'un aide l'autre et réciproquement? Est-ce que tu fais converger parce que finalement en Ukraine, pour faire de l'économie de l'entrepreneuriat, il y a une dimension politique, et dans d'autres sujets que tu as adressés aussi. C'est vrai que là, en ce moment, je suis pas mal impliqué dans la deep tech et dans les ruptures technologiques du moment, le quantique, le spatial, le nouveau nucléaire, et toutes ces technologies visent finalement à nous doter de solutions pour répondre à deux immenses défis, le défi du changement climatique et le défi de la sécurité. Et donc et de la souveraineté. Oui. Donc, tout est lié, oui. Maintenant, je ne fais plus de politique, j'en ai fait un peu, on en parlera peut-être, mais donc, je crois que quand on est dans quelle que soit son activité, alors peut-être moins, c'est vrai, quand on fait des fringues, mais et encore, tout est politique, en fait, et tout s'inscrit dans une économie où tout est lié et où le politique peut avoir une influence, et où le politique peut aussi peut apporter du vent porteur. Actuellement, il y a une vraie prise de conscience au niveau européen de cet enjeu de la sécurité. Donc, il y a une volonté de recouvrer de la souveraineté au niveau européen. Et donc, il y a des programmes pour accélérer l'émergence de solutions deep tech pour, par exemple, notre défense. La défense, actuellement, elle est hyper technologique. Ben bien sûr. On a eu la dissuasion nucléaire pendant longtemps, et elle continue, et ça marche. Mais maintenant, on parle de dissuasion technologique. C'est-à-dire que les pays, les armées qui ne maîtrisent pas la très haute technologie, que ce soit dans le cyber, ou dans la guerre électronique, ou dans les nouvelles armes, dans les drones, etc., bien sont hors jeu. Alors, et tant mieux. Ça veut dire qu'un dictateur fou, quelque part, il doit maîtriser cette très très haute technologie s'il veut régler ses conflits par la violence. Donc, c'est une dissuasion, parce qu'en fait, il ne va pas avoir cette haute technologie. Il y a une sorte de barrière à l'entrée. Oui, ça crée une barrière à l'entrée, ça retient, un peu comme la dissuasion nucléaire a joué son rôle pendant des décennies. Mais ceci dit, bon, il y a beaucoup de dictateurs qui commencent par la démocratie, enfin qui sont élus et puis ensuite font des coups d'État, etc. Donc on est potentiellement dans des mondes instables, que ce soit en Amérique du Nord ou en Chine. Mais je crois... les pouvoirs sont ultra concentrés aujourd'hui, entre peu de personnes quand même. Mais je crois que les entrepreneurs à un moment... Parce que tu as besoin, quand même, le catalyseur de tout ça, c'est l'entrepreneur. Oui, et c'est parce qu'il génère de la richesse. Et ses collaborateurs. Mais si tu es dans une zone où il y a une absence de démocratie... Il va y avoir moins d'entrepreneurs. À un moment, si tu es smart et que tu as des bonnes idées, que tu as envie de déployer ton énergie,
si vraiment tu vois que tu es dans un pays compliqué... Oui, il faut une liberté d'entreprendre, il y a le lien entre capitalisme et démocratie. Tu vas partir et tu vas créer ta boîte dans un autre endroit. Ouais. Donc ça finit par... et ça, je trouve que c'est positif, c'est que un pays dictatorial, autoritaire, va à un moment perdre la bataille technologique. Parce que les entrepreneurs c'est pas faux. Vont en partir. C'est-à-dire que tu penses qu'effectivement, par la recherche financée par l'État, ça suffit pas. Il faut effectivement ensuite que la recherche se transforme en idée business, économique, entrepreneuriale. Mais toi qui as été sur beaucoup de sujets, vraiment de souveraineté, là on parlait du quantique, parce que c'est finalement un sujet aussi de souveraineté, c'est la puissance de calcul. Ouais. Le spatial, c'est clairement, on le voit bien entre Jeff Bezos, Elon Musk, ça c'est aussi une autre guerre, ce qu'on appelait la guerre des étoiles à l'époque de Ronald Reagan. Et puis il y a aussi dans l'alimentation, la souveraineté céréalière, c'est aussi un enjeu finalement de sécurité. On parle de sécurité alimentaire des grandes villes et on n'est pas toujours les mieux lotis. Et tu rajoutes l'énergie. Et la souveraineté énergétique. Et l'énergie, bien sûr. Donc là, tu es quasiment sur les plus gros des sujets qui peuvent permettre ça. Mais est-ce que dans ce cas-là, quand tu es dans ces domaines-là, est-ce que tu penses que l'Europe et nous, on est finalement naïfs? Parce qu'on entend souvent, nous, par nos discussions avec le gouvernement, qu'on ne se rend pas compte à quel point les Chinois ou les Américains sont agressifs en termes d'espionnage industriel, en termes de... Est-ce que tu penses qu'on est un peu naïf en termes de choix décisifs, de politique, et qu'on considère qu'on n'est pas suffisamment... Enfin, on considère pas suffisamment qu'on est déjà en guerre, d'une certaine manière, économique? Oui, peut-être qu'on l'a été il y a quelques années, mais je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience là depuis... On l'a encore aujourd'hui, avec les menaces sur les droits de douane, les attaques cyber. Je pense, mais au niveau du cyber et puis de l'importance de certaines entreprises technologiques qui doivent faire très attention à leur propriété intellectuelle et qui peuvent plus maintenant être acquises n'importe comment. Tout ça a pas mal évolué. En France, par exemple, l'État a spotter les entreprises qui déploient des technologies dites de souveraineté et ces entreprises sont accompagnées. Donc il existe, grâce à cette prise de conscience des pouvoirs publics que la souveraineté c'est important, la sécurité c'est important, la souveraineté énergétique, il y a des dispositifs pour aider les entrepreneurs qui se lancent dans ces secteurs deep tech. Pour l'amorçage, le décollage, la commande publique. Et en contrepartie de tout ça, évidemment, ces entreprises ne peuvent pas se céder à n'importe qui. Donc ça, maintenant, c'est bien encadré. Et il y a des entreprises qui ne pourront être cédées qu'à un acteur français. Oui. C'est tellement c'est souverain. Alors, ça va être quand même assez rare. Il va y avoir des entreprises qui ne pourront s'exiter que vers des acteurs européens et puis éventuellement certaines qui peuvent aller à des Américains, mais pas à des Chinois. Bon. Et est-ce que ça, tu trouves que c'est bien ou pas bien? Parce que à l'époque, quand j'étais président de France Digital, puis ensuite administrateur, on en a beaucoup parlé avec mon ami notamment Jean-David Chamboredon. On se posait la question parce que forcément, on comprend la notion de souveraineté. Et je me rappelle que Cédrico, qu'on a déjà reçu, qui a déjà parlé à ce micro, il nous disait vous vous rendez pas compte, justement, vous êtes un peu naïf. Vous ne vous rendez pas compte à quel point les Chinois essaient de piller nos technologies, etc. Enfin, je disais les Chinois, c'était juste pour un schéma, mais en fait, un des problèmes qu'on a, nous, en tant qu'investisseurs, comme toi, comme moi, c'est que plus on restreint les possibilités de sortie, plus on érode aussi les possibilités de gain. Et je ne dis pas que le gain est à tout prix, mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue. Donc là, c'est pas possible. On peut pas. Non, on le sait. C'est une entreprise dans les technologies quantiques ou dans le spatial qui a des applications duales, ne pourra pas se céder n'importe comment, c'est sûr. C'est bien que tu le dises. Oui. Mais en contrepartie, il y aura eu au démarrage de cette entreprise pas mal de mécanismes animés par la BPI qui aura permis à cette entreprise de se développer, de lever plus de capitaux. Nous, quand on investit, il y a un effet de levier de 6 à 7 sur les autres fonds VC et sur le non dilutif. Sur la dette. Donc, tout ça, à un moment, il faut... tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ta sortie, elle sera forcément à organiser intelligemment, mais... Après, pour respecter la souveraineté. Si tu prends longtemps à l'avance et que tout ça est su et planifié, on peut trouver des sorties qui permettent un bon TRI aux investisseurs. Parfait. Je veux bien un tuto pratique sur le quantique. Ah oui. En tout cas, aujourd'hui, on en est. C'est quoi les enjeux? C'est quoi la place des boîtes françaises et européennes?
Alors, on est très bon. En Europe, on a une excellence académique dans beaucoup de domaines, et notamment dans le quantique. C'est la première chose qu'on avait vérifiée lorsqu'on a créé le fonds Cantonation. Et en France, notamment, on a vraiment, que ce soit à Grenoble, dans le centre de Paris, côté de la montagne Sainte-Geneviève et à Saclay, on a des très très bons reconnus dans le monde entier, très très bons chercheurs. Et certaines de ces découvertes scientifiques... C'est comme ce que tu faisais en agriculture en Ukraine, la marge, elle se fait au-dessus des chercheurs sur les boîtes qu'on crée avec tes recherches. Donc si elles partent tous à l'étranger ou dans des boîtes étrangères, c'est un sujet. Là, tu as un peu plus de marge. Ouais. Tu as un peu plus de marge parce que tu n'es pas un simple raffineur. Enfin, donc on a cette excellence académique. Des entreprises ont commencé à se créer. Nous, on est là pour les accompagner en France, en Europe et dans le monde. C'est un fonds mondial. On investit aussi en Australie, au Canada, aux États-Unis. Et donc, c'est quoi le quantique? Donc, le quantique, d'abord, on en a tous dans nos smartphones déjà. Les transistors, c'est quantique. Le laser, c'est quantique. Ça, c'était la première révolution quantique. Est-ce que tu es capable de l'expliquer, pardon, d'un point de vue un peu physique? Quel est le saut technologique de manière très vulgarisatrice? Oui, en 20 secondes. La seconde révolution quantique, c'est à propos, ça touche à l'intrication. Cette fameuse super corrélation qui peut être observée lorsque deux objets quantiques, parce que je n'ose même pas dire particules parce que c'est aussi une onde, appelons ça des objets quantiques, viennent à avoir... Elles sont jumelées, c'est ça? À nouer un dialogue entre elles à un moment donné. Eh bien, elles peuvent devenir intriquées. Et ensuite, si elles s'éloignent l'une de l'autre, même chacune à un bout de l'univers, elles continuent à ne former qu'un. C'est complètement vertigineux. On ne sait pas pourquoi et comment ça marche. Mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Et c'est l'intrication. Et cette intrication, on peut s'en servir pour plein de choses. Et ça a été démontré à quel moment? Parce que on parle de quantique c'était déjà à l'époque d'Einstein. Il y a le bouquin d'Alain Aspect qui est sorti récemment, et si Einstein avait su. Lui, il a mené ce qu'on appelle les expériences d'Aspect. Il a eu le prix Nobel de physique pour ça en 2022. Au bout de 40 ans. Et ils sont un peu lents à Stockholm. Mais bon, il a démontré que l'intrication, oui, existait. Elle avait été imaginée par Einstein et Bohr dans les années 30. C'était par des expériences de pensée. Ça n'intéressait en fait que les métaphysiciens et les philosophes à l'époque. Et là... on a pu, grâce à ces travaux, démontrer que c'était une vraie réalité. Oui, l'intrication existe, et cette intrication est absolument extraordinaire. Et l'application, du coup, ouais. Entre deux particules, c'est comme s'il n'y avait pas d'espace. Ouais. Donc les applications, c'est notamment la communication. La communication quantique, c'est sécuriser parfaitement un échange d'informations par une loi fondamentale de la nature, à savoir si on donne à Alice et à Bob qui veulent établir une communication, à chacun un photon intriqué l'un avec l'autre. S'il y a un espion qui veut observer la ligne, l'intrication tombe immédiatement parce qu'elle est extrêmement fragile. Ah. Et donc, on le sait, et à ce moment-là, on peut établir une autre ligne de communication. Je sursimplifie. Oui, ça se fait tous les jours. Ça fonctionne très bien. Mais sur nos téléphones. Et ça utilise même les fibres optiques traditionnelles. Mais le problème, c'est que l'intrication finit par tomber sur une distance de 50-80 km. Donc, il faut des relais. Et puis, donc, un des moyens aussi pour contrebalancer ça, c'est de passer par l'espace et d'envoyer les fameux photons dans des satellites qui font des relais vers d'autres points de la Terre. Et très concrètement, c'est quel type de communication qui peut être, disons, enclenché grâce à cette intrication? Donc, on parle de communication gouvernementale ou militaire ou de banque centrale. Ça va pas être pour vous et moi. C'est de la communication hautement sensible qui peut être ainsi parfaitement chiffrée. En fait, alors, le chiffrement actuel, il est basé sur des problèmes mathématiques réputés difficiles à résoudre. Et donc, ça prend du temps par la brute force, par des énormes supercalculateurs à craquer. Et donc, on considère que les communications sont chiffrées et sécurisées. Mais rien n'interdit à ce qu'il y ait un petit malin qui invente un nouvel algorithme et qui craque le fameux problème difficile à résoudre. Actuellement, c'est beaucoup la factorisation de très grands nombres en deux nombres premiers. Et d'accord, donc ça, c'est la communication. Avec la communication quantique, on a plus ce problème. D'accord.
Donc ensuite, ça, c'est la communication. Quelles sont les autres applications? Parce qu'on parle beaucoup de la puissance de calcul et donc de cette distribution. J'y viens. Alors, il y a aussi une autre application, c'est tout ce qui est senseur quantique. C'est pour, comme les qubits, qui est la brique de base des technologies quantiques de deuxième génération, sont très sensibles à leur environnement. Ce sont des formidables capteurs, des senseurs pour mesurer des grandeurs physiques, que ce soit des accélérations, des rotations, la gravité et le temps. Et donc, on gagne plusieurs ordres de grandeur avec donc ce qu'on appelle les capteurs quantiques, les senseurs quantiques. Donc, c'est des applications quand même assez niches, plutôt pour la science et là aussi les militaires. Mais est-ce que c'est ce qui peut être utilisé aussi dans les accélérateurs de particules ou etc. Parce que je sais qu'ils ont des senseurs. Je ne sais pas du tout s'ils utilisent. Oui, ils pourraient. C'est pour faire on a besoin pour ces accélérateurs de particules d'horloges atomiques extrêmement précises, et bien les capteurs, les senseurs quantiques permettent cela. Et puis là, évidemment, le Graal, c'est le calcul quantique. Ça, c'est la troisième génération. Le quantum computing, c'est donc utiliser l'intrication pour en fait paralyser massivement des calculs. Tu as dit paralléliser? Paralléliser, ah oui. J'ai compris paralyser. C'est peut-être un nouveau concept, on arrête. Non. Paralléliser. Oui. Mais, et on parallélisait avec moi, président. On la fera tout à l'heure. Donc, le calcul quantique, c'est vertigineux. Mais là, on est quand même moins avancé. Autant sur la communication et le sensing, quantum sensing, il y a des applications pratiques et qui fonctionnent tous les jours et des startups qui gagnent de l'argent déjà. Et sur le quantum computing, c'est un work in progress. Il y a des boîtes magnifiques, notamment françaises comme Pascal et Candela, Qubit Pharma, Alice et Bob, qui se sont lancés, qui sont au premier rang mondial. Donc ça, c'est une fierté pour la France, l'Europe. Mais les processeurs mettent du temps à être parfaitement opérationnels et non bruités. Mais il y a eu des grandes annonces en 2024 et Google a annoncé que dans une certaine configuration de calcul, plus on met de qubits, moins ils font d'erreurs. Et ça, c'est fantastique. Ça veut dire que la voie est tracée, on voit le bleu au fond du tunnel et donc on va y arriver. Donc ce n'est plus un problème de science, c'est un problème d'ingénieur. Et alors, si on regarde de capitaux. Comme tu es investisseur avec Quantonation, quelles sont les chaînes de valeur là, du point de vue économique? À quel moment on investit? Est-ce que c'est encore au stade de la R&D? Est-ce que c'est sur des applications? Et du coup, qui gagne de l'argent à quel moment? Là, je parle de la partie investisseur. La partie recherche, elle est fondamentale, évidemment, il faut la continuer. Mais quand on est investisseur? Donc, quand on sent que la recherche est faite, la science est faite, en effet, et que ça vaut la peine de créer une entreprise qui va utiliser une découverte scientifique qui a été faite dans ces magnifiques labos de recherche fondamentale et de passer à l'échelon commercial. Donc ça va prendre, c'est encore de la R&D, ça va prendre quelques années bien sûr, mais c'était bien le bon moment de le faire il y a 3-4 ans déjà. Parce que ces entreprises comme Pascal ou Candela vendent déjà des prototypes d'ordinateurs quantiques à des clients qui sont des clients assez spéciaux, bien sûr, c'est des très grandes des donneurs d'ordre, des grands donneurs d'ordre de type institutionnel, public ou liés aux armées. Mais ça commence. Et du coup, ces entrepreneurs-là ont des profils de chercheurs ou est-ce que c'est souvent un peu comme dans les biotechnologies, etc. ou ce sont... Oui, alors il va souvent y avoir un directeur de labo qui va rester dans son labo mais qui sera à temps partiel, et puis ensuite il va y avoir 2 post-docs qui se lancent et qui veulent tenter l'aventure entrepreneuriale. Et puis après, ils vont bien sûr s'entourer de professionnels dans tous les domaines. Ces entreprises font à la fois du soft et du hard. Ils ne font pas que des machines, ils font aussi toute l'algorithmie nouvelle qu'il faut inventer pour maîtriser le calcul quantique. Parmi les entreprises que tu as citées, il y en a certaines dans lesquelles vous avez investi? Oui. Ok. C'est, tu le disais, des investissements longs? Oui, c'est long, mais c'est compatible avec un fonds d'investissement qui a une maturité d'environ une dizaine d'années, parce que il peut y avoir des sorties vers d'autres fonds plus late stage, vers aussi des fonds infra, notamment dans le nucléaire, ça on croit pas mal à ça, ou même des fonds de buy-out, et puis bien sûr des sorties industrielles. Donc 10 ans, c'est quand même une période assez suffisante pour pouvoir amorcer, faire décoller. Bon, après, il y aura des rapprochements aussi entre entreprises et réaliser une sortie.
T'as beaucoup d'investisseurs qui disent, nous, on fait plus qu'investir de l'argent. Ouais. On investit de l'amour. du temps. Pourquoi pas. Au-delà des montants, qu'est-ce que vous amenez aux boîtes dans lesquelles vous investissez? Ah, mais on apporte déjà notre expérience. Donc, toutes les erreurs qu'on a faites. Et on a compris qu'il y en a eu. Qu'on partage. Ensuite, c'est des clients potentiels, du business développement. Et puis, c'est les 1000 conseils qu'on peut prodiguer toute la journée, quoi. Enfin, c'est vraiment pas du tout que du capital. On peut apporter aussi d'autres fonds de VC qu'on va solliciter, qui vont nous venir accompagner l'entreprise. C'est le non dilutif, c'est tout en fait. On est dans des entreprises qui sont quasiment en création en fait. Donc c'est tout. Moi je l'ai fait, j'ai créé plusieurs boîtes, donc c'est cette expérience-là que je partage. Et est-ce que dans ce secteur du quantum, il y a des caractéristiques de l'investissement qui sont un peu particulières? Par exemple, je ne sais pas, parfois on emploie le terme capital intensive. Est-ce que c'est très intensif, c'est-à-dire qu'il faut réinvestir souvent avant la mise sur le marché ou autre, ou au contraire, c'est plutôt assez léger? Mais quand il y a du hardware, non, ça va être assez lourd quand même. On parle c'est des tours de table qui vont vite aller vers les 100 millions. Ah oui. Donc c'est capital intensive, hein, mais c'est pas non plus, c'est pas la Gigafactory qui a besoin de 3 milliards. Ouais. Mais oui, c'est comme et puis c'est comme c'est une bataille mondiale. Ouais. Et qu'on est en compétition avec les Américains. Il y a beaucoup de moyens. Il faut être capable de faire des très belles levées série B, série C en centaines de millions. Sinon, on n'est pas crédible et donc on va pas avoir les bons clients. La bataille est vraiment mondiale et donc c'est ça le niveau. Et la dimension politique européenne privilégie ces boîtes européennes. Voilà, donc c'est pas encore suffisamment le cas. Si, donc il y a du vent porteur, il y a cette prise de conscience qui existe au sein de nos pouvoirs publics nationaux et européens, et il y a des dispositifs, il y a une envie de les accompagner. Et ça marche. Et donc, par exemple, il y a un programme qui s'appelle Proxima, qui a été mis en place par la DGA et qui a choisi 5 entreprises de quantum computing françaises. Et il y a des commandes qui sont effectuées auprès de ces entreprises en fonction de milestones. Donc, du coup, ce sont des précommandes. En fait, ils commandent les prototypes. Ils vont acheter les processeurs quantiques, même s'ils ne sont pas parfaits encore, en avance de phase. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça peut être un peu comme le schéma des Américains, où il y a quand même pas mal de liens entre le monde entrepreneurial et la défance. Comme dans le spatial. En Israël aussi, d'ailleurs, c'est connu. Comme dans le spatial, le CNES fait cela avec les startups du New Space, et ça crée un effet d'entraînement, parce que d'autres donneurs d'ordre vont voyant que des grands clients oui, mais il faut les premiers hyper cas d'usage, en fait, sont là, et ils vont faire de même. Donc je pense que là, on a compris, je crois qu'on a bien étudié, on a tous bien étudié le système américain, on essaye de reprendre ce qui marche. Faut copier ce qui fonctionne. Ben oui. On fait un tour dans le spatial ? Ouais. Il y a le spatial et le nucléaire. On a beaucoup de très beaux sujets avec Charles. Ouais, le spatial, le spatial, c'est cette nouvelle révolution spatiale. Hein. L'industrie spatiale, c'est une vieille industrie, mais tout a changé parce que le nombre, en fait, avec les progrès technologiques sur la puissance des microprocesseurs, sur la puissance des optiques et la miniaturisation, la réutilisation des matériels et notamment des lanceurs, le prix de l'envoi d'un kilo en orbite s'est effondré et en fait maintenant on ne fabrique plus un satellite à $1 milliard qu'on envoie en position géostationnaire, on fabrique des milliers de petits satellites et qu'on va mettre en orbite basse. Ça change tout, donc on peut faire des constellations pour observer, pour géolocaliser et pour connecter les gens grâce à des constellations de satellites. Et donc pour tout, et le nombre de satellites il y en avait 4000 il y a 4 ans, là maintenant on en est à 10 000, il va y en avoir 100 000 dans 5 ans. Donc tous ces satellites, il faut les fabriquer, il faut les lancer, il faut éviter qu'ils se percutent les uns les autres. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est qu'une orbite basse? Donc, parce que je crois que géostationnaire, de mémoire de mes cours de physique, c'était autour de 36 000 km. Exactement. Voilà, et là on est à l'orbite basse, c'est 500 km, c'est entre 500 et 1500 km, c'est vraiment très bas. Ça peut être moins de 1000 km. Et donc il n'y a pas de temps de latence pour la communication. C'est aussi ça, parce que quand on envoyait des satellites en géostationnaire, ils diffusaient des programmes télé, quoi.
Là, en plus, maintenant, les gens ils regardent plus la télé de la même façon. Oui. Donc, ils veulent une communication instantanée. Et donc, à 500 km, c'est le cas. Et puis, à 500 km, on voit beaucoup mieux. Donc, et en plus, les optiques ont fait d'immenses progrès, donc on peut voir beaucoup mieux pour lutter contre le changement climatique, pour surveiller les armées du copain d'à côté et puis géolocaliser. Mais on utilise tous du spatial toute la journée, en fait. Bien sûr. 50 fois par jour, vous utilisez du spatial sans vous en rendre compte. Mais pour le coup, justement, comme tu es préoccupé par les questions de souveraineté, moi, c'est une des choses qui m'inquiète la plus en termes de citoyen, c'est que je l'utilise tout le temps et je sais en même temps, quand je lis la presse, ou qu'il y a une ultra-domination américaine, notamment avec SpaceX et puis Starlink, etc. Il y a tous ces sujets qui te disent que finalement, je ne sais plus quel pourcentage des satellites qui sont lancés viennent plutôt des États-Unis, en tout cas à travers les technologies de lanceurs, etc. Donc finalement, 90%. Finalement, on n'a plus du tout de souveraineté, même si on a des super entreprises dans lesquelles tu investis qui sont capables de produire des satellites, des systèmes de guidage, etc. Ils sont tous dépendants, à un moment donné, ils doivent passer par ce canal. Qu'est-ce qu'on en pense? Alors, justement, heureusement, on a quand même... donc, il y a eu une prise de conscience déjà il y a pas mal de temps. On a Galileo pour la géolocalisation, qui est un GNSS, donc un système de localisation par satellite qui fonctionne extrêmement bien. Et c'est le meilleur au monde devant celui des Américains et des Russes et des Chinois. On a Copernicus pour l'observation. Donc là aussi, c'est une constellation de satellites européens, les satellites Sentinelle, qui fournit ensuite la data à qui veut et pour proposer des nouveaux use cases liés à l'observation de la Terre par satellite. Là, t'as pas dit qu'on était les meilleurs. Si, et on est très bon. Non, mais on est très bon. La qualité de Copernicus est remarquable. Alors après, bien sûr, les Américains ne sont pas mauvais, on est d'accord. Et puis là, il y a donc le défi, c'est qu'est-ce qu'on fait face à Starlink. En effet, Starlink, donc le programme de SpaceX, de Elon Musk, encore lui. La constellation de satellites. Donc pour la connectivité. C'est la télécommunication, finalement. Là, c'est la télécommunication. Donc là, il y a une réponse européenne, c'est Iris Square. Donc c'est un programme assez lourd d'une dizaine de milliards d'euros qui a été décidé et qui va être déployé d'ici 2029-2030. Et puis, il y a des initiatives privées. Nous, on a investi dans une entreprise qui s'appelle Constellation Global et qui va déployer une constellation de 1000 satellites en orbite très basse pour faire de la connectivité en s'appuyant sur les licences 5G des opérateurs terrestres. Mais ça veut dire que quand tu as un programme européen en face de ta boîte privée, ça a des impacts sur son développement, ou ça veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde? Ça veut dire que c'est bien qu'il y ait une émulation, une compétition, et on va essayer d'être plus rapide. On va essayer d'être aussi bon et plus rapide qu'Iris Square. Mais alors pour les lancer, que ce soit Iris Square ou le programme dans lequel tu investis, qui va les lancer? Alors les lancements, donc il y a une archi-domination actuellement de SpaceX avec sa Falcon 9 et puis demain le Starship. Mais on a quand même Ariane 6, on a Vega C, la fusée italienne, et puis il y a plein de projets de micro-lanceurs ou mini-lanceurs européens. Donc et ils sont en train d'avancer vite, et des premiers lancements auront lieu cette année et l'année prochaine. Donc on aura une solution privée européenne pour lancer des satellites en orbite basse, et on a investi dans 2 micro-lanceurs français, Latitude et Hyperspace, et on espère qu'il y aura donc ils vont réussir. Il y aura sans doute besoin qu'il y ait un peu de consolidation, parce qu'il y a une douzaine de projets européens, c'est trop. Il faut concentrer un peu les moyens d'investissement. Vous avez interviewé Maya Space il n'y a pas longtemps. Il y a 2 semaines, ouais. Et donc il va y avoir des rapprochements. Pour le citoyen européen, en quoi ces enjeux de souveraineté sont importants pour lui? Parce que si tout d'un coup les Américains décident on-off sur les communications, c'est un peu ça. Ben oui, et par exemple aussi, on avait vu Starlink en Ukraine. On peut nous rendre aveugles. Ouais. Il faut qu'on soit, si on veut jouer dans la course, si on veut tenir notre rang européen, on doit être souverain là-dessus. Donc on doit avoir nos propres solutions. Et on doit être souverain sur tout. Oui, faut le rappeler. Mais on n'est pas le Luxembourg, on est l'Europe. Donc il faut raisonner. L'Europe, c'est 450 millions d'habitants, c'est un système démocratique qui fonctionne encore, avec quelques pesanteurs, mais donc on ne peut pas être vassaux
définitivement des Américains et encore moins des Chinois, des autres grandes puissances. Donc il faut qu'on soit présent sur tous ces aspects hyper stratégiques et mais est-ce que finalement il y a un risque dans l'espace quand on parle de guerre d'étoiles, au-delà parce qu'on pouvait parler aussi, il y a des observations militaires, des sujets peut-être de guidage, d'armement, etc. Enfin, donc, est-ce que finalement, même si on est indépendant ou souverain, est-ce qu'il peut y avoir réellement une guerre effectivement au niveau des orbites pour neutraliser les signaux ou détruire des satellites ou etc. Et donc finalement, shut down la connectivité ou même le regard, hein, puisqu'on a les systèmes de localisation ou d'observation, etc. Oui, bien sûr, ça peut arriver à tout moment. On peut tout à fait détruire un satellite, ce qui entraîne en plus un nombre incroyable de débris. Ouais. Et donc, ça, c'est un sujet aussi, c'est l'identification de tous les objets volants en orbite, qu'ils soient des satellites ou opérationnels ou des débris, ou des débris ou des morceaux de fusée. Et là, c'est important aussi d'être souverain. Encore une fois, actuellement, l'info sur ces objets en orbite, il y en a 1 million à peu près de plus de 3 cm de grandeur qui se baladent au-dessus de nos têtes, et il faut savoir à tout moment où ils sont pour éviter une collision. Ouais. Et actuellement, c'est un flux c'est des mesures qui sont faites essentiellement par les Américains, un régiment de US Space Force, mais heureusement on commence à avoir en Europe une capacité, et on investit nous dans 2 boîtes qui regardent qui font une cartographie de tous ces objets et commencent à fournir les données aux opérateurs de satellites ou aux opérateurs de fusées pour qu'ils prennent en compte. Il y a une vraie, c'est comme il faut organiser comme un système d'aiguilleur du ciel pour l'espace au-delà de 100 km. Et tu investis dans 2 boîtes qui font globalement la même chose ? Ouais, qui font la même chose, mais avec 2 technologies différentes, une avec en optique et une en radar. Ok. Et pour l'investisseur, là, je me pose la question, parce qu'on entend souvent des investisseurs qui vont pas investir dans 2 boîtes sur un même domaine. C'est qu'à un moment, il faut choisir celui qui fonctionne le mieux. Il y a vraiment de la place pour tout le monde. C'est une bonne question. Si les technologies sont différentes et si on cloisonne aussi quand même, parce qu'en revanche, ils vont avoir un peu les mêmes clients. Ouais. Donc, il faut pas que ce soit les mêmes administrateurs. Il faut que le fonds soit pas représenté par la même personne dans les 2 entreprises, pour quand même cloisonner un peu. Et peut-être avant de passer au nucléaire, moi je voulais continuer sur l'espace, parce qu'il y a ce sujet un peu fantasmagorique de la conquête de Mars. Ouais. Et est-ce que c'est juste, une sorte de mythe moderne pour détourner l'attention de la populace, etc. Ou est-ce qu'il y a des enjeux effectivement autour de ça ? Forcément des enjeux technologiques, parce qu'au moins se lancer le défi, ça permet de cristalliser la recherche vers un objectif. Mais est-ce qu'il y a également vraiment des enjeux de soit vivre sur Mars, soit exploiter Mars en termes de ressources minérales, énergie, etc. Oui, alors évidemment, pour la technologie, c'est fantastique. Moi, je dirais, c'est plus là un sujet de prestige, de superpuissance. Mais je préfère qu'il se fasse la guerre comme ça, à coup de grande annonce sur la conquête de la Lune ou de Mars, que la vraie guerre, en effet. Et puis, ça aura un impact positif sur le secteur. Sur les retombées de R&D. Et ça va donner parce qu'on parle parfois de commandes à tout le secteur Space Tech. Mais après, est-ce qu'il y a un use case pratico-pratique à court terme d'aller sur Mars ? Je suis pas sûr. Parce qu'on parle beaucoup, et du coup, de l'effet Spoutnik, un peu, parce que c'était ce moment aussi un peu à la fois de la guerre froide et du coup de la guerre de l'espace qui crée une sorte de compétition qui était une émulation aussi. Et l'espace, ça a été pendant longtemps une bataille de prestige entre superpuissances. Après, on a découvert qu'il y a eu la phase commerciale avec la télécommunication, les satellites de télécommunication, et maintenant, je crois que c'est ubiquitous. L'espace est partout, et ça devient un vrai business pour les entrepreneurs, et ils se lancent dans la bataille. Et en Europe, on suit 500 startups européennes dans ce domaine, et on en accompagne déjà une vingtaine. Donc ça bouge beaucoup. Qu'il y a une question qui te démange, Thomas. Non, j'ai posé une question qui est peut-être complètement idiote, mais qui marchera bien en Reels sur YouTube. Mais quand on est dans le quantique et dans l'espace, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a une vie identique à la vie humaine ailleurs dans l'espace ? Alors là, il y a un grand débat. Il y en a qui sont persuadés qu'il y a de la vie partout dans l'univers. Et puis d'autres, et donc ensuite de la vie qui devient de plus en plus complexe et donc potentiellement intelligente, si notre cerveau n'est que
n'est que quelque part des neurones et des axones, c'est juste des cellules qui se sont complexifiées, et l'intelligence vient avec. Et puis il y en a qui disent non, il y a eu, même bien que l'univers soit très grand, il est fini. Et en fait, la probabilité que la vie soit apparue sur Terre est tellement faible que, en fait, même si on fait le produit des deux, la vie n'a existé que sur Terre. Bon. C'est vrai que la théorie de la probabilité qui dit voilà, il faut d'abord qu'il y ait de l'eau, de l'air, et puis ensuite la création de la vie, etc. Bon, tout ça semble en probabilité, ça semble faible. Mais sur le fait que l'univers est fini, on sent que les choses évoluent entre l'expansion permanente qui a été projetée par Einstein, et puis aujourd'hui le fait que peut-être l'univers c'est comme une sorte de respiration. On dit qu'il y a un cycle de croissance. On a l'impression d'apprendre sans arrêt des choses, dont une qui consiste à penser qu'effectivement peut-être l'univers est réellement infini et ça change toutes les... Donc c'est l'équivalent des platistes dans le monde du space, quoi. Sauf qu'ils se remettent en question quand même au fur et à mesure, parce qu'il y a pour le coup, je crois que c'est des théories qui sont... Alors je sais pas si on dit que c'est l'expérience de la pensée, mais c'est des calculs en tous les cas sur le fait qu'il bouge, qu'il y a une expansion, mais que peut-être cette expansion n'est pas infinie ou infinie. Non, mais alors attention, parce que tu parles de l'infini dans le temps. Toi, tu parles contraction-expansion avec un cycle infini. Moi, je te parlais infini en taille. En espace. Si l'univers... il semblerait que l'univers est fini. Donc, il y a eu un Big Bang, et puis ensuite, donc quelque part, il y a un moment... il y a une cloison. Il y a une somme de matière, d'énergie finie. Énorme, mais fini. Ouais. Et donc, si c'est le cas, c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne voit pas que la nuit, il fait noir. Parce que sinon, il y aurait des étoiles... tellement partout que et en plus tu rajoutes de la lumière, plus tu tues des étoiles. Il ferait jour la nuit. Tes enfants. Et donc d'accord. Voilà, donc dans ces cas-là, même si la proba de l'apparition de la vie sur Terre est même de 10 puissance moins 30, même si tu as 10 puissance 30 planètes, la vie n'est apparue qu'une fois. C'est une théorie, encore une fois, il y a deux familles, deux écoles. Parce qu'effectivement, il faut que la probabilité qu'il y ait suffisamment de chaleur, pas trop de chaleur, etc. Enfin, il y a beaucoup de... Quand même, je dirais que le consensus est plutôt que la vie est sans doute apparue à de nombreuses reprises dans l'univers, parce que finalement, on a retrouvé dans les astéroïdes qu'on a pu... sur lesquels on a pu capter quelques poussières, on découvre des acides aminés. Donc, oui, c'est vrai qu'on trouve des acides aminés. Donc, c'est pas la vie. C'est pas la vie. Ça prend quoi ? C'est des molécules très complexes, donc et basées sur le carbone en plus, qui est le fondement de notre ADN. Donc c'est un signe, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Est-ce que du coup pour aller dans le, je sais plus combien de temps il nous reste. Il y a aussi le sujet du nucléaire. Il y a plein de sujets intéressants, mais je trouve que quand on est dans l'espace, il y a quand même quelque chose autour d'Elon Musk. Et comme il y a eu, je ne sais pas si on peut te demander ton avis. En tout cas, Xavier Niel, lui, il a pas hésité à le donner. J'ai vu ça. Ils se sont balancés un petit peu. Il a dit peut-être que Elon Musk est un connard. L'autre lui a répondu peut-être que tu es un proxénète. Et d'ailleurs, tu es un proxénète parce que c'était démontré. Enfin bon, on connaît un peu leur passé à tous les deux. Et donc, c'est souvent des gens qu'on respecte comme on te respecte beaucoup en tant qu'entrepreneur. Mais après, derrière, on se demande toujours un peu quelle est la motivation, notamment de l'homme le plus riche du monde. Ouais. Est-ce que sa motivation, c'est, tu penses, de gagner encore plus d'argent, ce qui est une des théories, d'être un peu cynique et de dire je fais ce qu'il faut pour être élu. Je parle du projet de Mars, par exemple, parce que là, ça fait rêver. Je fais oublier. Dans le fond, peut-être que je m'en fous un petit peu des idéologies, mais à partir du moment où j'ai mon socle électoral, je peux avoir les tarifs douaniers, les taxes, les subventions, parce qu'il y a quand même beaucoup de subventions. Donc il y a un intérêt économique. Ou alors, au contraire, une autre théorie qui dit il y a tellement d'argent. En fait, là, maintenant, il est dans un projet purement politique. L'argent, ça l'intéresse plus. Alors, ma théorie, c'est qu'en fait, il veut aller sur Mars. C'est le seul truc qui l'intéresse, depuis toujours. Et pour aller sur Mars, il faut beaucoup d'argent. Il faut être un peu lunaire. Faut que l'État puisse lui commander des centaines de fusées. Et pour ça, il faut que l'État fasse des économies. Non, mais c'est aussi bête que ça. Moi, c'est ma théorie maintenant. Donc, j'admire l'entrepreneur. C'est orienté. Le mec, il veut aller vraiment à son objectif. Et là, c'est une mission qu'il a acceptée pour rendre l'État américain, pense-t-il, plus efficace, de façon à ce que l'État puisse ensuite financer un programme de conquête de Mars. Mais bon, après, ce que je déplore, c'est la violence qui est utilisée dans cette restructuration que nous voyons, qui est intolérable, qui me paraît même immorale.
Mais bon. Oui, mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant d'imaginer que s'il avait qu'un seul... J'avais pas pensé comme ça, j'avais pensé à d'autres choses, parce que il y a pas mal de vidéos qui circulent en disant, tiens, chaque fois que je coupe tant de fonctionnaires, je peux vendre tant de Tesla au gouvernement américain, aux Rangers, etc. Donc, mais je pense qu'effectivement, si on pense juste au fait que s'il y avait un seul objectif, ça pourrait tout pourrait s'expliquer. Je trouve ça assez... Enfin, en tout cas, en termes d'idées théoriques, je sais pas si c'est vrai, dans son cerveau, ça peut dire... c'est simple. Parfois, si tu penses à ça, tu dis, d'un coup, je dois couper tout le reste, forcément. Ouais. Rasoir d'Occam. La théorie la plus simple est souvent la plus probable. T'as le sujet sur l'innovation, mais t'as le sujet Twitter, qui est un sujet à part entière, où tu changes l'algorithme et tu décides de qui a le droit d'apparaître ou non. Ah, mais ça pose plein de problèmes sur la liberté d'expression, parce qu'il se fait libertarien, liberté d'expression, et la réalité, c'est que s'il fait l'opposé, puisque dans beaucoup de cas, il a coupé des comptes, etc. Mais si on tient à ça, on peut dire que finalement, tout peut être organisé autour de je contrôle globalement les idées, les pensées, etc., et les informations qui sortent, et aussi les flux financiers de l'argent public pour aller dans une seule direction, que ce soit Mars ou une vision de la société, etc. Mais donc, quand on parle de souveraineté, même si t'es pas sur ces investissements-là, le fait que les plus gros réseaux de communication aujourd'hui soient détenus par des entrepreneurs américains, c'est un sujet pour nos démocraties. Oui, bien sûr. Mais j'ai eu l'impression quand même, à un moment, il y avait peut-être eu de la censure aussi, un peu trop de pensée unique dans certains réseaux. Et là... alors, il ne faudrait pas que le pendule aille trop dans l'autre sens. C'est une pensée unique remplace une pensée unique. C'est ça. Mais alors, pour le coup, du coup, forcément, même quand tu n'es pas directement sur des sujets, enfin, avec l'espace, tu es sur des sujets où il y a Elon Musk et d'ailleurs Jeff Bezos. Mais pour le coup, il y a aussi la question du coup des énergies. Je voulais en venir au nucléaire, parce qu'en fin de compte, on se rend bien compte, dès qu'on écoute un peu comme moi je le fais aussi, Jean Covici, donc finalement, on peut beaucoup résumer tous nos problèmes à celui de l'énergie. Oui. Parce que c'est l'énergie pour produire, l'énergie pour se déplacer, les énergies, etc. Et donc même les énergies pour calculer, donc dans le quantique ou dans l'intelligence artificielle, etc. Et des besoins énormes. Il y a cette question, et donc un des paris de Macron, évidemment, c'est de dire on est le pays le plus décarboné, de par notre proportion importante de production nucléaire. Donc on est le parfait AI heaven, c'est-à-dire de faire de l'AI et de calculer, etc. Parce qu'on a on peut tirer sur la ressource énergétique. Est-ce que ça, c'est du coup une vision intéressante ou pas en termes de vision de l'avenir pour positionner l'Europe? Oui, et puis surtout qu'on est bon, quoi. On a le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. On a cette recherche, cette excellence, encore une fois, française, et donc c'est aussi un moyen de réindustrialiser, de rétablir notre balance commerciale, de créer des emplois. Donc je crois que c'est toute la deep tech française, européenne, on est bon. Académiquement, on a aussi des grands groupes encore, si on fait la somme de toutes les grandes entreprises européennes dans le classement Fortune 500, on est derrière les Américains et devant les autres. On a aussi une énergie entrepreneuriale, il y a maintenant plein de jeunes qui veulent créer leur boîte. Ce qu'il faut, c'est peut-être, comme le dit bien le rapport Draghi, c'est qu'on a un problème d'épargne. On a aussi beaucoup d'épargne, mais elle n'est pas au bon endroit. Elle n'est pas fléchée. Elle est trop investie en produits de taux qui ne rapportent rien. Il faut absolument que désormais, il y ait plus d'épargne qui s'investissent dans la prise de risque, dans la création de valeur. Il faut des fonds de pension, c'est indispensable. Le fonds, ne pas en avoir est complètement aberrant. Ça prive les Français de la force du temps pour créer de la richesse. En fait, quand on parle quand même parce que c'était un de nos combats avec France Digital aussi, c'est de dire que effectivement les Français sont plutôt des épargnants. Parce que la fiscalité aussi est construite comme ça, parce que la culture, etc. Et donc, il y a presque 2000 milliards qui dorment un peu dans les assurances vie, etc. Même si on a des projets, enfin la labellisation TIBI qui doit pousser un peu les assureurs vie, notamment, et les banquiers à aller investir dans les assets non cotés, enfin dans le private equity, etc. C'est pas complètement évident parce que c'est régulé aussi par des lois prudentielles. Donc ils ont des ratios de fonds propres, des choses comme ça. Ils peuvent pas prendre énormément de risques. Et quand on prend trop de risques, ça fait des crises aussi importantes comme la crise de 2008. Donc du coup, les fonds de pension, là tu en parles pas comme un projet pour régler le problème des retraites, mais aussi comme un projet d'avoir des outils de financement puissants.
On explique ce qu'est un fonds de pension. Un fonds de capitalisation, c'est rien, c'est juste c'est de l'épargne retraite, c'est-à-dire c'est ce qu'on fait. Moi, je suis un investisseur en private equity, j'investis et au bout de 10 ans, je revends avec une plus-value. Et donc, les épargnants français se privent de ça, en fait. À part quelques exceptions. Alors, ils le font peut-être eux-mêmes dans leur coin, dans leur propre boîte ou dans la boîte de leur neveu. Ils le font aussi un peu en immobilier. Parfois dans un PEA. Mais un peu en bourse, mais pas beaucoup, pas grand-chose. Et on leur a interdit finalement de préparer leur retraite avec des vrais outils de capitalisation. Et c'est dommage, alors qu'il y a d'autres pays qui le font. Et donc, ils disposent ainsi d'énormes masses de capitaux qui s'investissent dans les entreprises du pays, que ce soit des startups ou des grandes entreprises. Et ça, c'est vraiment un problème. Investir dans le nucléaire aujourd'hui, c'est investir dans quoi ? Donc, investir dans le nucléaire, c'est investir dans une technologie qu'on maîtrise bien, qui sera de plus en plus indispensable, notamment pour la décarbonation de l'industrie. Parce que, en fait, donc il y a besoin, cette décarbonation de l'industrie et l'objectif de neutralité carbone en 2050 qui t'est cher, Olivier, ouais. C'est que ça passe par plus d'électricité. Donc, ça va, la puissance électrique dont on a besoin en Europe va doubler, mais ça ne suffit pas, parce qu'il y a beaucoup de process industriels qui consomment du charbon, du gaz ou de l'hydrogène, mais pas vert. Et donc, pour ça, il faut décarboner. Et pour décarboner, il faut du petit nucléaire, enfin du gros nucléaire d'un côté, et du petit nucléaire qui peut se plugger directement à l'usine et fournir 50 mégawatts d'électricité et 100 mégawatts de chaleur. Et est-ce que quand on fait un porte-avions nucléaire ou un sous-marin nucléaire, on parle des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, donc il y a l'armement nucléaire, mais il y a aussi la propulsion nucléaire. Est-ce que c'est déjà une mini-centrale nucléaire ? Oui, tout à fait. Pour essayer de populariser, enfin vulgariser un peu le sujet, parce qu'on... Ça existe depuis donc longtemps, c'est maîtrisé. Donc ça, c'est des petits réacteurs nucléaires de deuxième génération, troisième génération. Là, l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle la quatrième génération, la fission de quatrième génération en 30 secondes. C'est d'utiliser des combustibles nucléaires qui ont déjà été utilisés pour la seconde et la troisième génération, en gros dans nos grandes centrales nucléaires, et qui des retraités, mais qui en fait ont encore en eux une charge, des radiations, une puissance énergétique tout à fait intéressante. Alors c'est ça ce qu'on appelle ces réacteurs de quatrième génération. C'est une potion avec ces actinides de druides. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont intrinsèquement très sûrs, parce que plus si à un moment il y a un risque d'emballement, la température augmente, et à ce moment-là la réaction s'arrête. Et puis en plus, ils sont de petite taille, donc le génie civil est beaucoup moins onéreux, et on va avoir on peut donc et quels sont les plus facilement les déployer. Quels sont les grands enjeux pour y arriver aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il faut réussir à faire ? Est-ce que c'est des questions de refroidissement ? Est-ce que c'est encore de la R&D? Quels sont les risques aussi, peut-être purement de sécurité, parce qu'on a toujours peur, le nucléaire a fait fantasmer un peu sur énorme la peur sujet de sûreté nucléaire et de sécurité, donc ça, les process vont être longs, le permitting va être long, mais l'ASN, l'Agence de sûreté nucléaire, a commencé à étudier ces projets de nouveaux petits réacteurs, et puis, mais au niveau scientifique, je veux dire, non, ça a été fait. Le CEA a déjà fait, la recherche a été faite. Maintenant, il s'agit de déployer au niveau industriel des projets dans un certain nombre d'endroits et de par le monde, et ensuite peut-être même de les commercialiser, de les vendre. Encore une fois, c'est pour la balance commerciale française, ça sera non négligeable cette affaire. Parce qu'aujourd'hui, dans la culture française, on a quand même une culture du CEA, donc ce qui a permis d'avoir aussi notre indépendance nucléaire, sous l'impulsion un peu gaulliste, disons, et c'était intéressant, comme les grands programmes spatiaux. Du coup, là, toi, tu t'attaques à des sujets qui ont été plutôt justement de la souveraineté, avec beaucoup d'argent public. Et aujourd'hui, il y a cette disruption, Elon Musk, les petits réacteurs nucléaires, etc., un peu entrepreneurial, qui peut être des spin-offs d'ailleurs, des laboratoires de recherche publics. Mais est-ce que du coup, il y a une question un peu de changement culturel, ou comment est-ce que ça peut avancer ? Parce que probablement le savoir-faire spatial et nucléaire, aujourd'hui, il était un peu détenu par le CNRS, le CNES, le CEA, etc. Et est-ce qu'il y a quelque chose à faire en termes de faire bouger un peu, secouer le cocotier ? Il passe dans l'entrepreneuriat.
Donc c'est souvent des anciens de ces grandes institutions qui vont créer leur boîte. Donc nous, on a investi dans 3 spin-offs du CEA, Autrera, Blue Capsule et Stellaria, et qui, sur 3 technologies différentes de petits réacteurs de 4e génération. Les 3 travaillent sur un réacteur fini. Les 3 boîtes développent chacune leur petit réacteur, et ce sont dans les 3 cas des équipes qui ont été au CEA pendant très longtemps et qui partent avec l'IP dans le cadre d'un contrat avec le CEA, qui investit d'ailleurs dans leurs entreprises dans les 3 cas, c'est ainsi, et nous on vient en accompagnement, et donc ils bénéficient de cette recherche publique très académique et robuste qui a été faite, et maintenant on passe au déploiement industriel sur ces petits réacteurs. Et 3 petits réacteurs avec des usages différents ou tous orientés pour des usines c'est tous quand même à peu près toujours le même objet. C'est de la puissance électrique, de quelques dizaines de mégawatts, et puis de la chaleur. Alors après, il peut y avoir des différences en termes de température de cette chaleur. Il va y avoir la chaleur à 200 degrés, la chaleur à 700 degrés. Là, c'est des usages un peu différents. Dans un cas, ça va servir pour une cimenterie, dans l'autre, pour un aciériste. Mais à part ça, non, les usages, les use cases sont un peu les mêmes. Tu nous parles assez facilement de 3 grands sujets majeurs. Comment on rentre dans des thèmes comme ça on s'entoure d'experts, de gens qui connaissent. Moi, je ne suis pas docteur en physique quantique ni en physique nucléaire. Je suis ingénieur, et ce que j'essaie de faire, c'est toujours de comprendre. Mais je m'entoure. Pour chaque fonds, on a une équipe spécialisée et des experts, des sachants, et puis ensuite, ensemble, avec ensuite des professionnels du private equity, on sélectionne les bons projets et on déploie les capitaux et on accompagne les startups. Tu côtoies donc des gens très brillants dans leur domaine. Quelles sont les découvertes récentes qui t'ont bluffé et qui pourront bluffer à la fois nous avec Olivier, mais surtout toutes celles et ceux qui nous écoutent? Là, je suis obligé de parler de ce qui vient de se passer. Donc, au CEA, avec West, à Cadarache, avec West, exactement. Donc, il y a le fameux projet ITER, donc qui vise à faire un énorme tokamak, donc une espèce de donut géant où on fait circuler un plasma. La cible, c'est 150 millions de degrés Celsius, qui est isolé, des parois de l'intérieur du donut par un champ magnétique hyper puissant. Et alors, ils ont un démonstrateur à côté qui s'appelle West, et ils ont réussi à tenir 22 minutes ce plasma à 50 millions de degrés, record mondial. Il y avait des Chinois qui avaient fait 17 minutes il y a un mois, et là, la France les a battus. C'est pas mal. Vive la France. C'est sympa. Et on en parle comme d'une avancée majeure, mais j'ai pas compris. Alors ça, c'est de la fusion. Voilà. Là, on est sur la fusion nucléaire. Tout à l'heure, on était sur la fission de 4e génération. La fusion. Là on est sur la fusion. Donc c'est plus pareil. C'est le mieux. Hein. C'est le Graal là aussi, parce que pas de produit de fission, et puis donc c'est un isotope de l'hydrogène avec un autre isotope de l'hydrogène, et ça fait de l'hélium. Donc tout ça est très clean entre guillemets, et c'est illimité comme énergie. Donc c'est l'énergie du 21e siècle en fait. Donc c'est si l'énergie la fusion qui est dégagée par le rapprochement de ces particules qui se fusionnent justement. Donc quand on dit énergie illimitée, ça veut dire illimitée en fait, parce que c'est l'hydrogène. Il y en a partout. Donc c'est que le coût l'hydrogène. Pas dans les détails, mais c'est la fusion nucléaire. Et quelque part, la solution à tous nos problèmes. Alors, le truc, c'est qu'on disait tout le temps, on disait, oui, la fusion, d'accord, pour dans 30 ans, ou dans 50 ans. Là, quand même, ça interroge, ça avance. Le fait que ce tokamak ait réussi à contenir pendant une aussi longue période 50 millions de degrés. 50 millions de degrés Celsius, donc on n'est pas loin de la température cible pour que de la fusion se fasse de façon suffisante pour auto-entretenir la réaction. Et à ce moment-là, on a trouvé la solution à tous nos problèmes énergétiques. Mais ça veut dire quoi la solution? C'est-à-dire que demain, ça marche, il y a de l'énergie illimitée, gratuite pour la Terre entière.
Oui, j'ai envie de répondre oui à cette question. Alors, gratuite peut-être pas. Mais voilà, non, parce que les investissements sont colossaux, et puis il y a encore soyons sérieux, il reste encore 20 ans de travail, mais ça se rapproche. C'est plus, à un moment, on disait oui, c'est 2100. Maintenant, peut-être c'est pas 2100, peut-être c'est 2050. Et donc, dans le cadre de la fusion, pour expliquer à nos auditeurs, et à moi, à nous, enfin, on est moins, comment dire, on n'est pas dépendant du coup de l'approvisionnement en matière, enfin de type de l'uranium, du plutonium, etc. Enfin, comment est-ce que... Non, alors en effet, il faut quand même alors le deutérium. Le deutérium, c'est un premier isotope de l'hydrogène. Là, c'est facile, il y en a partout dans l'eau de mer. Ensuite, il faut du tritium. Le tritium, ça, c'est un autre isotope de l'hydrogène. Il est plus rare. Il y en a très peu sur Terre. Il y en a un petit peu au Canada, parce qu'il se trouve que les centrales nucléaires canadiennes utilisent un process dont un des éléments finis, produits, est le tritium. Je crois qu'ils en produisent quelques kilos par an. Donc ça se produit. Ça se produit. Alors ça tombe bien, c'est au Canada, c'est plutôt un allié. Mais il en faudra beaucoup plus que ça. Donc là, il y a différents travaux sur ce sujet. Et on pourrait faire du tritium à partir de l'hélium 3. Alors, l'hélium 3... le tritium, oui, l'hélium 3, il est sur la Lune. Il y en a plein. Parce que l'hélium 3, comme son nom l'indique, est généré par le Soleil et c'est les réactions nucléaires du Soleil. Et cet hélium 3 se pose depuis des milliards d'années sur la surface lunaire, semble-t-il. Bon, c'est pour ça qu'il faut aller voir. On va prendre des pelles et des seaux. Et il y en aurait quelques centaines de tonnes sur la surface. Donc à ce moment-là... Et si ça n'arrive pas sur... Sérieux, les Chinois, on pense que si les Chinois sont aussi pressés de retourner sur la Lune, ils n'ont jamais été, mais... c'est pour ça. C'est sans doute pour ce fameux hélium 3, dit-on. On fait quoi avec 100 tonnes d'hélium 3 ? Ah bah là on fait beaucoup de choses. C'est bon, on est tranquille pour quelques siècles en fourniture énergétique. Voilà, j'avais besoin de peser un peu le... Ouais, il faut quelques milliers de milliards d'investissements quand même pour doter la planète de ces nouvelles centrales de 5e génération, mais... Avant d'arriver à nos rubriques, j'avais trouvé intéressant d'un seul coup, on a fait beaucoup le paysage entrepreneurial et le serial investor que tu es devenu, passant d'entrepreneur investisseur. Tu nous avais dit un peu, quand on préparait, que dans le fond, créer un fonds d'investissement, c'est un peu comme créer une entreprise. Il y a beaucoup de points communs. Mais moi, j'aurais bien aimé revenir sur les allers-retours aussi politiques. Ouais. Et pour savoir ce que tu en tirais. Est-ce que c'est... parce que je pense qu'il y avait un engagement très sincère. Aujourd'hui, tu as dit que tu faisais plus de politique. Et on pourra te redonner la carte blanche dans notre rubrique qui permettra de t'exprimer là-dessus. Mais est-ce que tu en tires un enseignement ? Est-ce que tu es déçu du politique ? Est-ce que tu deviens cynique ? Est-ce que tu te dis, bon, c'est tous des... Est-ce que leurs engagements sont sincères ? En quoi ça... Non, moi j'admire les gens qui font de la politique, qui donnent leur vie pour la cause, enfin pour essayer de faire mieux fonctionner l'État, les pouvoirs publics. C'est hyper ingrat. Et très très difficile, et parce qu'il faut sans arrêt faire des compromis. Et qui peuvent parfois être des compromissions, et c'est dur, c'est très très dur. On les brocarde beaucoup. Ils sont pas très bien payés. Leur vie familiale va être forcément sacrifiée en partie. Sacrifiée. Donc, moi, je suis pas cynique à les mépriser. Au contraire, je les admire personnellement. Donc, je l'ai fait un peu. J'ai essayé de façon un peu naïve après mon engagement au MEDEF où j'étais au conseil exécutif et puis Croissance Plus avant. Et j'ai cru que c'était la suite logique. Je me suis dit tiens, je vais donner un peu de mon temps pour et on verra bien ce que ça. Et donc j'ai essayé un peu scolairement en étant élu à Paris. Mais c'est vrai que c'est très très dur, et c'est difficilement compatible donc avec vie familiale et puis vie professionnelle, parce que je voulais pas complètement arrêter ma vie professionnelle aussi, et en fait ça je crois que c'est pas possible. Enfin on peut pas faire les deux de front. Pour des questions d'énergie ou pour des questions parfois aussi de conflit d'intérêts? Oui, notamment, surtout si on veut faire cela au niveau national. Probablement être élu d'une commune et localement. Pas à Paris, parce que c'est compliqué, Paris. Ça
peut peut-être être compatible avec un engagement professionnel. C'est compliqué dans les mais petits c'est villages aussi, pas pour d'autres raisons. Ouais. Mais je suis pas sûr. En fait, donc non, j'admire ceux qui donnent quelques années de leur vie pour nous aider à ce que ça tourne mieux. Mais bon, c'est dur. Ça doit générer beaucoup de frustration versus l'entrepreneuriat où tu prends une décision et elle peut s'appliquer très vite. Ouais. Mais c'est beaucoup plus simple en fait. L'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus simple en fait. Et tu peux avoir un impact aussi réel sur la vie des gens. Oui. Oui, c'est pour ça que je suis content. C'est aussi un engagement. Donc c'est pour ça que je suis content d'être de nouveau redevenu entrepreneur, quoi. Alors avant, je créais des boîtes, maintenant je crée des fonds. Mais j'ai l'impression d'être utile. Ouais. Je veux bien qu'on vienne sur la toute première boîte très rapidement, sur ce qu'a fait le déclic et sur la fin. Tu sais qu'on a ce podcast Cash Out où on adore raconter les coulisses d'une session de boîte, en musique en plus, mais là on n'aura pas l'occasion de tout raconter. Mais voilà, l'avant-après, c'est deux moments clés. Bon, ben moi j'avais commencé dans des grandes banques, d'abord un peu dans l'industrie, puis ensuite dans des grandes banques françaises, puis ensuite à Londres. Et j'avoue que je m'emmerdais un peu. C'est sympa d'être dans des grands groupes, c'est très bien organisé, chacun est à sa place, mais je suis mauvais en politique interne à la machine à café, donc j'arrivais pas trop à trouver aussi ma place. Et donc j'avais trop politique pour le coup. Rapidement, j'ai eu envie d'être plus autonome et de créer ma boîte. Et après, c'est devenu comme une espèce de... Mais c'est quoi, t'avais dans ton environnement des entrepreneurs qui... Ouais, mon père avait créé sa boîte, mon grand-père aussi. Okay. Et donc, sans doute, ça a dû jouer inconsciemment. Mais à un moment, je me suis dit, j'admirais des entrepreneurs comme Jean-Luc Lagardère, comme Bill Gates à l'époque. Et donc, je me suis dit, je vais créer ma boîte. Ouais. Et donc, d'ailleurs, c'est bizarre parce que j'aurais pu aussi aller dans une PME ou passer d'un grand groupe bancaire, industriel à une PME et j'aurais sans doute été plus... responsabilisé, et parce que ça aussi ça me manquait, c'est le peu de responsabilité qu'on pouvait avoir en étant jeune diplômé, et j'étais trop impatient peut-être, et bref, donc je suis parti là-dessus. En tant que dirigeant, tu laisses la place aux jeunes diplômés impatients. Oui, j'aime beaucoup surresponsabiliser mes collaborateurs. Bon, et oui, de toute façon, j'ai pas le temps de tout faire. Pour des raisons d'efficacité. Moi, j'aime beaucoup. D'où l'importance de recruter les bons. Oui, les bons, surresponsabiliser. Je suis un peu adepte même du sous-staffing. J'aime bien quand ils ont trop de choses à faire. Comme ça, ils font moins de politique à la machine à café. Et puis, je sais plus ce que je disais. On parlait de... oui, alors donc pourquoi j'ai créé ma première boîte. Donc à un moment, j'étais dans une banque d'affaires à Londres, je réfléchissais, Internet arrive, donc on est en 2000, en 1995, 96, c'est le début de l'Internet, et je vois qu'il commence à y avoir des nouvelles boîtes qui apparaissent aux États-Unis, comme E-Trade ou eSchwab, la filiale de Charles Schwab, qui propose d'accéder à la bourse par Internet. Et j'ai dit, mais c'est génial ce truc. Et ça n'existait pas en Europe. Et ça n'existait pas en France. Il y avait le Minitel, il y avait le kiosque micro, mais il n'y avait pas encore Internet pur HTML, ça n'existait pas. Donc je me suis dit, oh là là, ça c'est bon, c'est pas mal comme idée. Et puis après... ma femme m'a dit, arrête de m'emmerder avec ce truc, fais ton business plan. Fais-le. Et puis je suis parti, j'ai démissionné, j'ai créé Self-Trade. Je vous passe les détails, mais combien de temps plus tard ? Au bout de quelques mois, on a pu avoir notre premier client, et ça a été un succès phénoménal, parce qu'il y avait un tel déficit d'offres, il n'y avait rien. Et en plus, on le disait, non seulement c'est pas 100% par Internet, mais en plus, c'est pas cher, ça sera 10 € par transaction. Et donc, alors qu'à l'époque, c'était des pourcentages. Donc, ça pouvait coûter 300 € par transaction. Donc, ça a été un carton. Et alors, ensuite, la bulle, l'explosion de la bulle. 2000, et puis, avec le tour de table et les actionnaires, le conseil d'administration, à un moment, on s'est dit, tout ça est un peu vacille, et il faut adosser l'entreprise. Et donc, on a recherché une banque qui avait une filiale qui faisait la même chose en Allemagne, et on a comme ça créé un acteur franco-allemand. C'est un vrai avant-après dans ta vie plus personnelle ?
Oui, bien sûr. À un moment, t'es aux commandes et puis tu vibres parce que tous les jours il y a un truc et puis tout d'un coup, oui, tu vends. Bon, c'est un peu dur, mais en même temps, t'as la compensation financière aussi. Financière et puis rapidement, je suis reparti sur un autre projet qui était dans l'énergie. Donc de créer un petit concurrent d'EDF avec Poweo. Parce que j'ai pas eu trop le temps de me poser des questions métaphysiques. Mais on peut imaginer que tu devais être assez bien rémunéré en tant que salarié dans des institutions financières ou bancaires, etc. Et donc, est-ce que ça a été quelque chose, ça t'a jamais, empêché de devenir entrepreneur? Enfin, est-ce que tu as pensé aux risques que tu prenais? Parce qu'on s'adresse aussi à des jeunes qui peuvent vouloir entreprendre et dont leur mère leur dit non, mais t'es bien dans la sécurité. Il y a 3 choses importantes dans un job. C'est bien sûr la rémunération, mais aussi c'est l'intérêt du job et les gens avec qui tu vis professionnellement. Et là, il y avait 2 des 3 critères qui n'étaient pas réunis. Ouais. Donc franchement, non, j'avais pas eu aucun regret. Ouais. Après, j'aurais peut-être pu trouver un autre job ou avec des gens que j'aurais aimé travailler et dans un thème qui m'intéressait, mais c'est devenu une sorte de toc. Non, je vais créer ma boîte. Voilà. Je suis parti là-dessus. Je fais un parallèle avec un article là, que j'ai vu, je crois, dans Le Monde hier, mais sur ces jeunes qui assument ne pas avoir d'ambition professionnelle. Ah oui, j'ai vu. Je suis devenu allergique au mot challenge. Oui, non, mais je comprends qu'on puisse être énervé par un certain jargon. Toi qui es ancien président de France Digital, Olivier, je sais, parfois ça jargonne et c'est insupportable et c'est, enfin, d'ailleurs c'est ridiculisé parfois par des comiques très marrants. Oui, il y a des trucs assez sur Insta, mais et ça je comprends. Maintenant, c'est quand même dommage de pas si on a des talents, de pas les utiliser pour être utiles. Alors après, peut-être ces personnes peuvent faire des choses géniales dans le monde associatif ou ailleurs, ou dans l'éducation. Mais on n'est pas obligé d'être entrepreneur, ça c'est sûr. Mais il faut faire quelque chose pour soi, pour le monde. Non, on ne peut pas mettre ses talents sous le boisseau. On revient à la citation de départ, rester adolescent, avoir des rêves et les réaliser. Oui, bien sûr. Acteur on est là pour ça quand même. De sa vie, ouais. Bah oui. Oui, mais bon, moi je comprends assez que tout le monde ne souhaite pas rentrer dans cette espèce d'injonction qui serait de dire il faut être entrepreneur, être maître de sa vie, etc. Parce qu'à l'époque, probablement, nous, quand on a commencé, quand on a lancé avec Pierre Kosciusko, Pierre Kring, etc., Price, il n'y avait pas tellement d'entrepreneurs. Toi, tu faisais partie des premiers. Mais, et après, c'est devenu peut-être un peu excessif, où on disait, ça devient un peu la seule voie. Donc, effectivement, le jargon qui va avec, qui est un peu enfermant aussi, que ce soit les mots challenge, etc. Et c'est vrai que, en revanche, il reste quelque chose de vrai, c'est qu'on peut poursuivre des rêves et de temps en temps, ils sont non professionnels. Moi, je le dis à mes enfants aussi, vous n'êtes pas obligés d'être entrepreneur. Exactement. Mais c'est bien d'avoir non, mais c'est... Oui. Et ça passe pas que par l'entrepreneuriat, effectivement. Et puis, à un moment aussi, il faut, quand on démarre dans la vie professionnelle, il faut aimer ce qu'on fait. Et c'est bien un moment aussi de faire ce qu'on aime. Donc, essayer de se connaître et de se réaliser dans ce qu'on aime. Moi, je suis passionné par la deep tech, la technologie, la science. Et j'ai créé un prix, d'ailleurs, qui récompense chaque année un ouvrage de vulgarisation scientifique. Ah oui, j'ai vu ça. Ça, c'est très intéressant. Le prix Bourrienne. Et voilà, c'est ma passion. Donc, j'ai l'âge qui me permet maintenant de me dire... Je fais ce que j'aime. Et est-ce que du coup, le prix, c'est une chemise? Oui, il y a une chemise et un petit chèque. Très bien. Carte blanche pour 40 nuances de Next. C'est le moment. On va où on veut. En fait, on va où tu veux. Ah oui, la carte blanche. Non, mais la carte blanche, je pensais à l'Europe, en fait. Je crois qu'on est à la croisée des chemins, là, avec le délire... trumpien ou trumpiste de l'autre côté de l'Atlantique, avec les menaces géopolitiques et cette Europe qui est quand même où je suis content d'habiter et où je me sens bien. Moi, je suis français, je suis fier de la culture française, mais quand je vais à Stockholm ou à Prague, à Madrid, je me sens aussi un peu chez moi quand même. T'es européen. Il y a une civilisation européenne, il y a
il y a peut-être même une nation européenne. J'ose le mot. Oh, attention, là, sur les réseaux, ça me tapait. Hein. Parce que c'est Renan qui définissait la nation dans la fameuse conférence à la Sorbonne, à la fin du 19e. Et il dit, une nation, c'est un groupe de personnes qui pensent partager une histoire. Un destin commun. Une histoire, des traditions, et puis qui a envie de continuer ensemble et de se projeter dans le futur. Mais finalement, les Européens sont prêts pour ça. Alors, ça ne veut pas dire une fédération hyper centralisée où on détruit nos identités nationales. Mais je crois que le moment est venu de réaliser un saut quantique dans la construction européenne en respectant la subsidiarité, c'est-à-dire ce qui peut être fait au niveau N ne doit surtout pas être fait au niveau N+1. C'est ce qu'on appelle un peu l'état de droit, hein, c'est qu'il y a une hiérarchie quand même, effectivement. Et j'espère que les chefs d'État et de gouvernement et la Commission européenne vont nous surprendre en bien bientôt pour franchir une étape. Ouais. Parce que là, franchement, ça va pas. Là, mais ça fait longtemps qu'on parle... On se sent pas bien, de là. prise de conscience. C'est lose-lose. Ouais. Mais ça fait longtemps qu'on parle du récit européen, et donc, comme c'est un sujet qui te tient à cœur, enfin d'ailleurs à nous tous, enfin, en fin de compte, hein, parce qu'on voudrait pas être se vassaliser, comme tu le disais. Ouais. Mais en même temps, ça reste compliqué, puisqu'on voit que, il faut quand même un pouvoir régalien, donc qui va par exemple, protéger, hein, donc, que ce soit la police, l'armée, etc., et dans des conditions de l'Ukraine qui est proche, ou le Moyen-Orient, en fait, on est quand même beaucoup plus proche du Moyen-Orient que les États-Unis, donc on est probablement plus sensible. Est-ce qu'il faut, dans ce cas-là, pour pouvoir imposer ça, enfin, pas l'imposer, mais justement, il ne faut pas l'imposer, probablement, il faut l'écrire, le récit. Oui, il faut l'écrire, mais actuellement, c'est compliqué parce que chaque État membre de l'Union, on est 27, a un droit de veto sur tout. Ah oui, donc c'est bloqué. Donc c'est bloqué, et ça souvent bloqué par la Hongrie. Souvent, ce droit de veto est utilisé pour, quelque part, obtenir une compensation financière auprès des autres. Donc il faut réformer cela, il faut que le droit de veto ne puisse s'exercer que s'il est groupé s'il regroupe 4 ou 5 nations. Comme on le fait dans des conseils d'administration ou dans le privé, hein, on définit des majorités pour pouvoir... Et il faut avancer. Il nous faut un trésor européen, alors un budget européen digne de ce nom. Là, on est à 200 milliards d'euros, alors que les Américains, c'est 7 trilliards de dollars. On ne peut rien faire. Et donc il faut qu'on... Alors il y a eu sur le Covid des vraies avancées. Des avancées, mais déjà on parle... Il est question là de sortir des règles budgétaires, tous les sujets de défense. Voilà, c'est intéressant. Donc c'est en train... C'est dans les esprits, c'est en train de se faire. Il y a aussi l'idée de créer un 28e État virtuel pour unifier les droits. J'ai entendu parler de ça. Le droit des affaires, certains codes. Parce qu'en fait, c'est trop compliqué de fusionner les 27 droits nationaux. Okay. Donc l'idée, ça serait, on va créer un 28e État virtuel et qui serait doté qui n'est pas le Canada. Pour la joke. C'est le Groenland. Et qui serait qui aurait un code, par exemple, un code des affaires, par exemple, puisque je suis entrepreneur et je suis immergé dans la vie économique, qui reprendrait un peu toutes les bonnes pratiques des 27 droits nationaux et qui serait beaucoup plus simple d'emploi. Mais qui s'appliquerait uniquement pour les entreprises qui veulent repartir from scratch plutôt que d'essayer de chercher les points communs. Parfois, c'est pas possible de tout fusionner. Et il faut pas d'ailleurs, parce qu'il y a des spécificités, il y a des identités. Mais ce qui veut dire dans un projet comme ça, que c'est un droit qui s'appliquerait pour les entreprises qui décident d'y adhérer ou qui s'appliquerait à l'ensemble des entreprises Pour celles qui décident d'y adhérer. C'est-à-dire que, j'imagine, c'est au moment de la création de l'entreprise, ou alors peut-être une entreprise déjà existante pourrait décider, après consultation de toutes les parties prenantes, de désormais vouloir que ce droit-là s'applique à elle. Et tous les litiges passeraient dans cette... Moi, quand j'avais écrit un livre à l'époque aussi, où j'étais dans le mouvement des pigeons français. La gauche m'a fait mal. La gauche a mal à son entreprise. Je proposais, et toujours que je suis visionnaire comme toi, Charles, face à ce truc-là, parce que parfois on a raison, mais personne nous écoute. Enfin, on passait un peu à la radio pour le dire, mais c'était de dire, on devrait créer vraiment juste le droit européen des entreprises. Donc, là, j'avais pas pensé au 28e, mais ça serait une entreprise de droit européen, donc pas une SA ou une GmbH, ou etc., mais une entreprise de droit européen. Et si tu choisis ça, tu as des règles de droit du travail appliquées, des règles de droit de TVA, d'impôt sur les sociétés, etc. Et c'est directement une entreprise européenne, en fait, tout simplement. Exactement. Et tu fais ce choix-là. Donc c'est tant d'années, je suis aux côtés d'un visionnaire. Non, c'est parce que, en fait, non, mais pourquoi les Américains, ils inscrivent souvent leurs entreprises au Delaware aussi? C'est parce que finalement, c'est un peu ça.
tu as un État qui est plus favorable aux entreprises, ce qui ne veut pas dire que c'est de l'évasion fiscale, parce qu'il y a quand même, ça reste quand même sur le territoire américain. Absolument. Donc là, c'est une idée pratico-pratique et qui pourrait être, qui est dans les esprits et donc qui est citée dans le rapport l'État et qui pourrait être reprise par la Commission prochainement. Je propose cette transition. Ah ben, fallait mettre la 9e symphonie. Voilà, ramener un petit peu d'hystérie dans le débat. Il y a plus hystérique. Ouais, en ce moment, oui. Alors, si tu étais président et que tu pouvais, du coup, appliquer une mesure et qui pourrait peut-être changer les choses, quel serait ton choix ? Et interdire les machines à café en entreprise ne fait pas partie des réponses possibles. Alors, oui, donc j'ai parlé tout à l'heure de subsidiarité qu'il faut absolument mettre en place au niveau européen. Mais je pense aussi qu'il faut le mettre en place au niveau national, au niveau du beau pays de France. Notre État est trop centralisé. Tout remonte à Macron. C'est grotesque. Et donc, évidemment, alors au début, pendant 6 mois, c'est l'état de grâce. Et puis après, c'est jupitérien, comme on dit. Et ça ne peut pas marcher. Et ça ne peut que générer des frustrations et des contestations, des lenteurs, des coûts. Et ça déresponsabilise les gens sur le terrain. Donc, je suis pour mesure la subsidiarité ascendante. C'est-à-dire que c'est une proposition de Génération Libre, le think tank de Gaspard Koenig, qui dit qu'il faut permettre aux gens sur le terrain, dans les communes, de décider, s'ils en ont envie, de désormais être responsable sur tel ou tel domaine, y compris sur l'école, sur la santé, sur tous les sujets, et pas simplement ce qui actuellement est dévolu aux communes parce que l'État a daigné leur donner ce petit périmètre de responsabilité. Comme on dit en entreprise, ce serait une démarche un peu plus bottom-up plutôt que top-down, c'est ça ? Exactly. Bottom-up, c'est ça, la subsidiarité ascendante. Ouais. Bon, c'était mon idée du moment. Et si tu essayais de l'appliquer sur quelque chose, tu as parlé de l'école par exemple, tu vois un champ d'application, parce que peut-être qu'il faudrait expérimenter, il y a un droit à l'expérimentation qui existe. Il y a un droit à l'expérimentation qui existe. Donc c'est intéressant. Donc par exemple, on prend une commune, je sais pas, de 10 000 habitants, eh bien, ils décident désormais que les écoles... Alors primaire, c'est déjà municipal. Ça pourrait que les collèges, au niveau départemental. Voilà, désormais, maintenant, ça sera, ils auraient le droit de créer des collèges et ils les géraient en respectant bien sûr des règles, que le ministère de l'Éducation, bien sûr, surveillerait régulièrement, mais ils seraient responsables et le chef d'établissement leur rendrait des comptes à eux. Et puis c'est parti, quoi. Donc c'est-à-dire que il faut faire confiance aux gens. Je pense qu'ils sont intelligents, ils sont capables avec les nouvelles technologies de reprendre des pans entiers qui sont actuellement dans le périmètre de l'État et qui n'ont pas le droit d'en sortir et qui sont qui sont des services publics qui sont à mon avis mal rendus parce que trop centralisé et trop et organisé avec trop de fonctionnaires. Le ministère de l'Éducation nationale, pardon, mais c'est 1,5 million de fonctionnaires. C'est plus que l'armée rouge, c'est aberrant. Ça ne peut pas fonctionner. On revient au mammouth. Il faut décentraliser. J'aurais pas que tu nous accuses de pensée unique, parce qu'on n'a rien contre les mâles blancs de 50 ans. Mais dans 40 nuances de Next, parce qu'on a besoin de plus de femmes entrepreneurs, ça je pense que tu le partageras, on a besoin de modèles féminins entrepreneuriaux. Ouais. J'aimerais que tu nous parles d'une femme entrepreneur que tu admires et qu'on pourra recevoir prochainement à ce micro. Alors, j'en ai une qui est top, c'est ma femme. C'est un peu facile, hein, parce qu'elle a créé Bourrienne, notre boîte de mode, de belles chemises, et elle sera ravie de venir, hein, vraiment. Et alors sinon, écoutez, oui, dans nos startups deep tech, on en a plusieurs. Hein. Ouais. On a Pascal Sénelard de Candela, que vous pourriez inviter. C'est une des cofondatrices. C'est une des cofondatrices de cette entreprise qui fait des ordinateurs quantiques à base de photons.
Il y a d'ailleurs aussi Maud Vinet, pareil, qui a créé Quobly, qui est une autre boîte de quantum computing, mais qui utilise là des puces, des semi-conducteurs. Il travaille avec ST Micro. Donc là, ça vous en fait déjà 3 là. Après, je cherche. Il faudra choisir. Écoute, le mot de la fin reviendra à Solène, notre associé. Et le vrai mot de la fin te revient. J'espère qu'il ne sera pas que triste et qu'on y mettra un peu d'optimisme. Et on finit avec cette dernière rubrique qui est la claque. Waouh! Non, mais la claque, c'est sans doute quand j'ai fait un petit peu j'ai été engagé un peu en politique et que c'est vrai que par rapport au monde de l'entreprise, c'est tellement différent et c'est tellement frustrant et on passe son temps à des réunions inutiles et c'est dur. Et puis il y a la sanction d'élection, c'est dur aussi. C'est-à-dire qu'on y croit, on finit par espérer que ça va marcher, et puis non, le score est pas là. Donc ça a été des belles claques. Ouais. Et est-ce que tu en as appris quelque chose? Enfin, forcément, mais est-ce qu'il y a quelque chose de positif de cette expérience qui peut être partagé? Au-delà de je n'irai plus en politique. Non, bien sûr. Ouais. Non, mais c'est qu'il y a beaucoup de gens qui donnent de leur temps à la politique et c'est admirable et que moi voilà. On les respecte, on leur rend hommage. Merci de nous avoir donné ton temps, Charles Becbédé. Merci. Feuille blanche. 40 nuances de Next.